Bonjour à tous. Nous allons attendre encore un petit peu pour permettre à d'autres participants de se connecter. On commencera dans quelques minutes. Bonjour à tous, l'Agence internationale de l'énergie est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire des universités AIE Afrique. Nous allons vous présenter le récent rapport annuel sur les tendances en matière de demande mondiale d'énergie qui s'appelle le Global Energy Review 2021. Alors que le monde entre dans la deuxième année de la pandémie de Covid-19, ce rapport, elle évalue la direction que prendront la demande d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone en 2021. Les dernières données statistiques et analyses en temps réel que nous avons fait nous donnent un aperçu de la manière dont l'activité économique et la consommation d'énergie rebondissent dans les pays du monde entier en 2021 et aussi ce que cela signifie pour les émissions mondiales. Avant de passer la parole à Tim Goodson, qui est le principal auteur et analyste de ce rapport, je voudrais juste vous faire une petite mise en contexte sur ce qui nous rassemble aujourd'hui et vous dire aussi un mot sur l'AIE pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre institution. L'AIE, elle a été créée en 1974 à la suite du premier choc pétrolier. C'est une organisation internationale destinée à faciliter la coordination des politiques énergétiques des pays membres. Elle s'est tout d'abord donnée pour but d'assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques, principalement le pétrole, afin de soutenir la croissance économique. L'AIE a depuis étendu son expertise à toutes les énergies. Nous étudions en détail presque tous les pays du monde, tous les secteurs énergétiques et aussi toutes les technologies. Avec environ 300 statisticiens, analystes, modélisateurs et experts de l'énergie qui travaillent au sein de l'agence, l'AIE assure ainsi un rôle de conseil auprès de ses membres. Nous travaillons énormément sur le climat et la transition énergétique, surtout cette année qui est cruciale de la COP26 qui se tiendra en novembre.
À travers nos formations, nous collaborons étroitement avec les pays. Justement, nous avons un programme de renforcement des capacités en matière de statistiques et de modélisation pour 10 pays africains. Et ce programme, elle a été mis en place avec le soutien de l'Union européenne. Au sein de ce programme, il y a plusieurs pays francophones, dont le Bénin, le Sénégal et la RDC, que je salue au passage. Je vous invite dès à présent à noter la date du prochain webinaire sur le rapport Objectif zéro émission net d'ici 2050 qui vient d'être publié ce mois-ci. Et finalement, je vous rappelle que nous avons nos groupes WhatsApp et notre communauté LinkedIn. Et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez en faire partie afin d'être au courant de toutes nos activités. Sans plus attendre, je passe la parole à Tim Goodson qui va vous donner un aperçu des principales conclusions du rapport. Tim, je te passe la parole. Merci beaucoup, Zakia, et bonjour à tout le monde. Donc, voilà, je vais présenter l'écran. Zakia, tout le monde, est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. OK. Donc, comme on a évoqué, le Global Energy Review est notre publication qui suit en temps réel les données de la demande énergétique ainsi que les émissions de CO2. Donc, cette publication, ça nous aide à comprendre où est-ce qu'on est maintenant aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos objectifs pour l'avenir et spécifiquement nos objectifs, par exemple, pour réduire les émissions ou atteindre certains objectifs tels que l'accès universel à l'énergie, par exemple. Donc, depuis plusieurs années, l'AIE publie ce rapport chaque année en regardant tout ce qui s'est passé dans le monde énergétique l'année précédente. Mais évidemment, avec la crise du COVID-19, on a dû réagir et augmenter le niveau de détail dans ces publications pour aider le monde à comprendre les enjeux pour COVID dans le domaine de l'énergie. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de faire une synthèse des plusieurs publications que nous avons publiées depuis avril en 2020 qui suit l'impact sur le secteur énergétique de cette crise de COVID-19 et maintenant avec cette publication récente qui nous projette pour le reste de l'année 2021 et nous aide à comprendre l'évolution possible de la demande des émissions de CO2 avec le monde sortant de cette crise de COVID-19. Alors, pour commencer, le tableau de la demande mondiale d'énergie en 2020 est remarquable. La demande annuelle a diminué de plus de 4% dans une année, effaçant les 4 dernières années de croissance de la demande énergétique. Un tel déclin de la demande énergétique n'a pas été observé au cours des 70 dernières années. Seules les guerres mondiales et la Grande Dépression et la grippe espagnole ont envoyé des ondes de choc plus importantes dans le monde de l'énergie. La demande d'énergie a baissé dans toutes les grandes régions en 2020, sauf la Chine. Et la réduction globale en 2020 équivaudrait à la demande énergétique combinée totale de l'Afrique subsaharienne en 2019. Aussi pas loin de la demande combinée de la France, l'Allemagne et l'Italie en 2019. Donc, ça nous aide à comprendre que cet impact est vraiment inouï depuis 70 ans. Si on commence à rentrer dans le détail pour comprendre d'où vient cet impact sur la demande énergétique, on doit commencer par le secteur du transport. L'activité de transport a été fortement réduite à la suite des mesures de confinement dans 187 pays et territoires pendant l'année 2020. La mobilité représente généralement près de 60% de la demande mondiale de pétrole et cette demande a diminué à une échelle sans précédent en 2020. Le transport routier, par exemple, dans les régions où des mesures de confinement ont été mises en place, a chuté de 50 à 75% en 2020. Et l'activité aéronautique était en fait le secteur le plus frappé, avec l'activité mondiale chutant de plus de 60% et sur le cours de l'année, cette baisse a été maintenue avec une réduction de la demande de pétrole pour le secteur d'aviation autour de 65% sur toute l'année.
Ça veut dire que si on revient à la demande totale de pétrole en 2020, cette demande est tombée autour de 10%, tombant de 9 millions de barils par jour. Et dans le mois d'avril, la demande a tombé de presque 30 millions de barils par jour. Donc, c'est pour ça que nous appelons à l'agence le mois d'avril 2020, avril noir pour le pétrole. Et alors, la pandémie a également eu un impact sur le progrès accompli vers la réalisation des objectifs de développement durable, et spécifiquement l'objectif 7, soit l'accès universel à l'énergie. L'Inde, ayant obtenu un accès complet en 2019, laisse l'Afrique subsaharienne avec désormais les 3/4 de la population mondiale sans accès à l'électricité. Et le nombre de personnes sans accès à l'électricité a diminué depuis 2013 en fait, grâce à des progrès réalisés dans plusieurs pays comme le Kenya, le Sénégal, le Rwanda et le Ghana. Pourtant, ces progrès sont en train de s'inverser, car la population sans accès à l'électricité a à nouveau augmenté en 2020, de 13 millions de personnes juste en Afrique. La pandémie a contraint le gouvernement à réorienter leurs priorités immédiates vers des mesures purement d'urgence, des mesures sanitaires, et ça veut dire qu'il y avait une réduction d'argent dépensé sur les programmes d'accès à l'énergie. Par exemple, en Ouganda, les subventions publiques aux programmes d'accès à l'électricité ont été suspendues, tandis que les autorités sud-africaines ont dû concentrer leur budget sur la santé et le bien-être au détriment de l'électrification rurale. En dehors des actions des gouvernements, les entreprises privées qui déploient des solutions énergétiques décentralisées, telles que les systèmes solaires domestiques et les mini-réseaux, ont été confrontées à des défis opérationnels et financiers. Dans des grands pays comme l'Éthiopie, les mesures prises contre le virus ont affecté les chaînes de distribution et réduit les ventes des systèmes solaires PV individuels de 20% par rapport à la même période en 2019. Tandis que sur d'autres marchés comme la Zambie ou l'Ouganda, les perturbations des chaînes d'approvisionnement internationales ont entravé les importations. Et bien que quelques marchés avancés comme le Kenya ou le Rwanda soient restés dynamiques, le nombre total des produits solaires vendus en Afrique a chuté de plus de 10% en 2020. De plus, la pandémie et ses conséquences affectent également les populations qui ont déjà accès à l'électricité, les empêchant de payer pour un service énergétique moderne. D'ici la fin de 2020, jusqu'à 30 millions de personnes qui avaient accès à l'électricité en Afrique subsaharienne ont perdu cet accès parce qu'ils n'avaient pas assez de revenus pour payer les factures ou pour garder cet accès. En conséquence, vers la fin de 2020, près de 600 millions de personnes vivaient sans accès à l'électricité en Afrique subsaharienne et près de 800 000 dans le monde total. Et si on pense à quels impacts l'avenir pour l'accès à l'électricité, on pourrait regarder le financement. Et malheureusement, avec cette crise de COVID-19, le coût de financement pour financer les projets tels que ces projets d'accès à l'énergie a beaucoup augmenté en Afrique. Avec le risque de défaut pour les prêts, on a vu que pendant le premier semestre 2020, les prix des capitaux pour les investisseurs en Afrique sont passés au-dessus de 7%, une augmentation de 2 points de pourcentage. Et cette hausse produit alors que les coûts d'emprunt baissent dans d'autres parties du monde, comme aux États-Unis, où l'entrée des bons de trésor est passée de 2% à 0,7%. Donc, pourquoi dans les pays avancés, on a une baisse de ces coûts de crédit, les coûts pour emprunter l'argent, tandis qu'en Afrique, ce prix augmente? C'est dû au fait qu'en Afrique, les gouvernements souvent ont moins de capacité de soutenir l'économie dans les périodes de crise. Et ça veut dire que le risque de défaut pour les tels prêts augmente et les investisseurs, eux, ils cherchent des endroits pour investir qui sont plus sûrs dans cette période de crise. Et donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas investir dans certains pays, sauf si les retours
qu'ils peuvent attendre sont beaucoup plus élevés. Et c'est grâce à cette dynamique qu'on a vu les prix de capitaux augmenter en Afrique, réduisant les accès à capitaux pour les progrès tels que l'accès à l'électricité. Donc, si on regarde l'Afrique, aujourd'hui, cette hausse de prix des capitaux et autres, à elle seule pourrait entraîner un accès à l'électricité réduite de 2 millions de personnes, donc de 2 millions de personnes en moins en 2021. Alors aussi, on passe maintenant à les émissions et les questions des émissions. Donc, l'accès à l'électricité elle-même n'augmente pas beaucoup la demande d'énergie. Cependant, c'est vraiment les secteurs comme le transport qui étaient très durement frappés pendant 2020 qui contribuent beaucoup à cette réduction d'émissions de CO2 en 2020. Donc ici, on voit qu'au niveau mondial, la réduction a été de près de 2 gigatons d'émissions de CO2, avec plus que la moitié qui venait de le secteur de pétrole. Donc, pourquoi les émissions de CO2 ont diminué davantage que la demande d'énergie en 2020? C'est vraiment le fait que la pandémie a frappé la demande de pétrole et la demande de charbon plus durement que les autres sources d'énergie. Et en fait, les énergies renouvelables ont vu leur demande augmenter en 2020. Et comme j'avais dit, les émissions de pétrole à eux seuls ont baissé de plus de 1 gigaton. Et le transport routier a représenté 50% de la baisse du pétrole et l'aviation 35%. Mais malgré cette baisse en 2020, les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie sont restées à 31,5 gigatons, ce qui a contribué à ce que le CO2 atteigne sa concentration moyenne dans l'atmosphère la plus élevée jamais vue, soit 412 parties par million. Donc 50%, un niveau 50% plus élevé qu'au début de la révolution industrielle. Alors, après nos premières analyses pendant 2020, nous avons commencé à réfléchir à la possibilité d'un rebond des émissions de CO2 avec la reprise de l'activité économique, donc après la crise de COVID-19. Nous avons commencé à comparer la situation en 2020 avec les crises précédentes. Déjà, la crise financière de 2008 à 2009 avait une légère baisse des émissions mondiales, mais cela a été suivi d'un rebond rapide alors que l'économie mondiale s'est redressée. Alors, les émissions mondiales en 2020 diminuant d'environ 2 gigatons, mais la quasi-totalité de cette réduction des émissions ne vient pas du tout des changements structurels dans l'économie mondiale. Donc, ça veut dire que cette réduction d'émissions vient seulement de la réduction d'activité liée à la baisse d'activité économique et ne vient pas des politiques mises en place, ne vient pas des augmentations de renouvelables, etc. Donc, ça veut dire que dans l'avenir, si on voit un retour à la normale, donc l'économie telle qu'elle c'était avant la crise de COVID-19, on pourrait attendre que les émissions vont rebondir et vont dépasser le niveau de 2019. Donc, ils vont continuer d'augmenter et on ne va pas arriver à atteindre nos objectifs de réduction des émissions. Mais à l'AIE, nous avons fortement communiqué qu'il y avait une possibilité pour une deuxième voie, une possibilité pour une reprise plus durable, plus verte. Si les gouvernements au niveau mondial mettaient en place des politiques pour augmenter les niveaux d'efficacité énergétique, pour faciliter le développement des renouvelables, nous avons démontré que c'était possible de, en même temps, augmenter le niveau d'emploi et soutenir les emplois existants, de faire relancer l'économie et de faire réduire les émissions de CO2. Donc, il y avait deux chemins possibles ici. Mais si on commence à regarder les émissions d'une vision vers la fin de 2020, donc ici, c'est les analyses que nous avons faites au début de 2021, on voit que la réalité pour l'année 2020 et pour la direction de 2021 ne suit pas exactement cette deuxième voie d'une relance plus verte. Donc, à l'AIE, en 2021, fin 2020, nous avons commencé à suivre
au niveau mensuel la demande d'énergie partout dans le monde pour les différentes sources d'énergie. Nous avons utilisé cette information pour construire une vision des émissions CO2 en temps réel. Donc ici, on voit que c'était en avril 2020 que les émissions mensuelles ont baissé le plus. Et ça c'était à cause des confinements qui étaient en place presque partout dans le monde en ce moment. Mais après ce moment, après avril, avec le fin de la première vague de la pandémie, on avait la relance d'activités économiques dans plusieurs pays, notamment la Chine. Et partout vers la fin de l'année, on avait une augmentation des émissions. Ça a mené à cette vision en décembre 2020 où les émissions dans ces mois-ci étaient déjà plus élevées que les émissions pré-COVID en décembre 2019. Donc, ça nous disait que l'impact de COVID-19 sur les émissions mondiales n'était pas structurel, n'était pas permanent. Et déjà, vers la fin de 2020, on avait dépassé les émissions d'avant COVID. Et si on regarde dans un peu plus de détails, on peut voir que les principaux émetteurs ont soutenu cette rebond des émissions mondiales de CO2 en 2020. Quand une reprise de l'activité économique a stimulé la demande d'énergie, de nombreuses économies en 2020, et on voit particulièrement la Chine et l'Inde, où les émissions ont dépassé le niveau de 2019, déjà en avril pour la Chine et plus tard en septembre pour l'Inde. En outre, on voit le Brésil qui dépasse vers la fin de 2019 et aux États-Unis, les émissions en 2020 n'ont pas dépassé le niveau de 2019, mais avec une vague de froid en décembre, ils n'étaient pas du tout loin de dépasser ce niveau. Donc, c'était vraiment les plus grands émetteurs au niveau mondial qui ont mené à cette augmentation vers la fin de l'année 2020. Donc, tout ça, ça nous fait poser beaucoup de questions sur quelle direction pour les émissions en 2021. On pourrait penser qu'avec cette trajectoire de relance et d'augmentation d'émissions, que les émissions en 2021 vont continuer d'augmenter et vont dépasser le niveau de pré-COVID. Et c'est pour ça que nous avons fait beaucoup d'analyses pour cette publication de Global Energy Review 2021. Et nous avons commencé avec les estimations de la relance économique en 2021. Parce que cette activité économique est impérative pour comprendre l'évolution de la demande énergétique. Donc, alors que la crise sanitaire mondiale se poursuit au cours des premiers mois de 2020 et continue de 2021, et continue maintenant, et les deuxièmes vagues qui continuaient au début de 2021 et maintenant même des troisièmes vagues dans quelques régions, il y a quand même l'accélération de déploiement des vaccins et les principaux plans de relance dans de nombreuses économies avancées, surtout, ont fourni une lueur d'espoir pour l'économie mondiale. Et donc, nous utilisons les projections de l'FMI, le Fonds monétaire international, et le FMI prévoit pour 2021 que l'économie mondiale croîtra de 6%, donc plus que compensant la baisse de 3,5% que nous avons vue en 2020. Alors, en Afrique, on voit ici que les projections sont pour une croissance économique autour de 3% en 2021. Et donc, ça va suffire pour pousser l'activité économique en Afrique au-delà du niveau de 2019. Mais ce qui est évident dans cette figure, c'est que la Chine souffre beaucoup moins que toute autre région et que la Chine était la seule région à continuer à avoir la croissance économique en 2020 et que cette croissance va juste augmenter plus rapidement en 2021. On peut aussi regarder les États-Unis avec une croissance économique assez forte pour un pays avancé en 2021. Et ça, c'est grâce à la plan de relance qui a été annoncé et maintenant mis en place aux États-Unis avec une somme colossale d'argent public qui va être dépensé dans l'économie, qui va agir à accélérer la consommation dans le pays et à augmenter le niveau d'activité économique. Donc, toutes nos projections de demande énergétique pour l'année 2020 doivent commencer
avec cette analyse de la situation économique dans le pays au cours de l'année 2021. Mais évidemment, ce n'est pas que les questions économiques qu'on doit prendre en compte. On doit aussi regarder quel type de politiques ont été mis en place pendant l'année 2020 et quels impacts ces politiques pourraient avoir pour l'année 2021. Par exemple, est-ce qu'il y avait une politique de relance verte qui va conduire à une augmentation plus accélérée des déploiements des énergies renouvelables ou est-ce qu'il y avait une politique qui va plutôt mener à une relance de la demande pour les énergies fossiles? Donc, ces questions doivent être prises en compte aussi pour l'année 2020. Donc, ici, on voit nos projections pour la demande d'énergie par source d'énergie, par combustible en 2021. Donc, déjà, on voit que c'est le pétrole qui mène l'augmentation de la demande. On projette une augmentation de 6% en 2021. Donc, ça, c'est plus rapidement que tous les autres carburants. Et pour le pétrole, la dernière augmentation de cette vitesse remonte à l'année 1976. Donc, c'est vraiment quelque chose d'inouï dans les dernières décennies pour les marchés de pétrole. Et si on regarde aussi le charbon, en 2021, la demande de charbon est projetée à rebondir fortement avec la Chine qui devrait représenter plus que la moitié de cette augmentation. Et la demande de charbon à elle seule devrait augmenter de 60% de plus que toutes les énergies renouvelables combinées. Donc ici, cette vision, ça nous montre déjà que la relance n'est pas une relance verte parce que les renouvelables ne vont pas du tout aller à l'encontre de toute l'augmentation de la demande et c'est plus les énergies fossiles qui augmentent en 2021. Et ici, si on regarde spécifiquement ces énergies fossiles, par rapport à leur niveau en 2019, on voit que pour le pétrole, malgré une augmentation annuelle attendue de 6% en 2021, la demande mondiale de pétrole devrait rester environ 3% en dessous du niveau de 2019. La consommation de pétrole pour le transport routier ne devrait pas atteindre les niveaux d'avant COVID avant la fin de 2021. Donc, si on pense à cette année de 2021, on a commencé l'année avec la deuxième vague qui était encore très présent aux États-Unis, dans l'Union européenne et partout dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même beaucoup de restrictions, des politiques de confinement qui étaient encore en place pendant plusieurs mois de 2021. Et par exemple, en France, c'est que maintenant qu'il y a des restrictions qui commencent à être relevées pour permettre à plus de retour vers la normalité en termes d'activité économique. Et donc, c'est cet impact de toutes ces restrictions pendant plusieurs mois de 2021 qui pèse sur cette demande de pétrole, qui l'empêche de retourner à ces niveaux d'avant de la crise de COVID-19. Cependant, l'histoire est différente pour le charbon et le gaz ici. La demande de gaz naturel devrait croître de plus que 3% en 2021, propulsée par une demande croissante en Asie, au Moyen-Orient et dans la Fédération de Russie. Donc, cela devrait placer la demande de gaz naturel au niveau mondial 1% au-dessus des niveaux de 2019. Tandis que pour le charbon, nous prévoyons que la reprise de l'activité économique inversera la baisse de la demande de charbon en 2020 et une augmentation de 4,5% va pousser la demande mondiale de charbon au-dessus de ces niveaux de 2019. Et si on regarde le charbon dans un peu plus de détails, on voit que la Chine mène vraiment la croissance de la demande en 2021. Mais au niveau mondial, le secteur de l'électricité a représenté un peu plus de 40% de la baisse de la consommation de charbon en 2020. Mais l'augmentation rapide de la production d'électricité au charbon en Asie représente les 3/4 du rebond de 2021. Et ici, la plupart, c'est en Chine, mais aussi en Inde avec un retour, un rebond dans la production d'électricité à la base de charbon. En outre, les prix de gaz naturel devraient également augmenter en 2021. Et donc, ça veut dire qu'aux États-Unis, en Europe, où il y a une concurrence assez forte entre le gaz et le charbon pour produire l'électricité,
une augmentation du prix des gaz va encourager les producteurs à utiliser plus de charbon et moins de gaz. Mais encore, c'est vraiment la Chine qui est la seule grande économie où la demande de charbon a augmenté en 2020. Et encore en 2021, une forte croissance économique va soutenir la demande d'électricité et soutenir l'utilisation du charbon pour produire cette électricité. Mais en dehors de l'électricité, on a aussi la production des produits qui sont très intensifs au niveau de charbon, produits tels que l'acier, le ciment et d'autres produits industriels. Et nous prévoyons que la demande de charbon augmentera de plus que 4%, aussi poussée par l'augmentation de cette demande industrielle. Et en Chine, on va atteindre des niveaux de demande de charbon plus élevés que jamais vus, donc plus forts que le pic en 2014. Alors, si on regarde plus de régions, et ici au niveau de la demande totale, pas que le charbon, on peut comparer les différents impacts de la pandémie et de la relance dans plusieurs régions. Et donc, tout de suite, on peut voir l'Afrique. Et donc, le fait que l'Afrique est en dessous de la ligne qui passe à travers la figure, ça nous montre que la demande d'énergie en Afrique a baissé autour de 1,5% en 2020. Donc, l'Afrique était impactée quand même par la pandémie et la demande a baissé. Et c'était vraiment la demande de pétrole et une baisse d'autour de 8% qui a poussé cette baisse dans la demande totale pour l'Afrique. Mais l'Afrique, comme presque tous les autres pays émergents et régions émergentes, va avoir une demande augmentée en 2021 bien plus fort que la baisse en 2020. Donc, ça veut dire que la demande finale pour tous ces pays et toutes ces régions émergentes, l'Afrique y compris en 2021, va être bien plus fort qu'en 2019. Mais si on regarde à gauche et en bas ici, l'histoire n'est pas du tout pareille pour les économies avancées telles que les États-Unis ou l'Union européenne. Eux, là-bas, ils ont souffert une baisse plus importante de leur PIB en 2020 et une intensité de l'impact sur la santé et sur la restriction de mouvement qui a duré plus longtemps et qui était plus intense, plus fort dans ces régions. Et donc, ça veut dire que la baisse de la demande énergétique dans ces pays avancés était plus fort que dans beaucoup de pays émergents et de régions émergentes. Mais si on regarde plus vers la fin de l'année 2021, on va vraiment commencer à voir l'impact de ces politiques de relance qui commencent à être mises en place dans plusieurs pays, notamment dans les pays avancés où il y a plus d'argent sur la table et donc plus de potentiel pour une augmentation de la demande énergétique. Et maintenant qu'on a couvert le sujet de la demande énergétique en 2021, je vais vous présenter nos projections pour les émissions de CO2 en 2021. Donc, déjà ici, on voit cette baisse de presque 2 gigatons en 2020 et nous projetons une augmentation en 2021 d'autour de 1,5 gigaton d'émissions de CO2. Donc, ça, c'est une augmentation de 4,8%. Et c'est vraiment conduit par une reprise de la demande de pétrole et le charbon. Donc, la demande pour ces combustibles fossiles, comme nous avons vu, va rebondir avec la reprise de l'activité économique. Et cette augmentation d'émissions de plus de 1,5 gigaton ou 1500 mégatonnes de CO2 serait la plus forte augmentation depuis la reprise économique à forte intensité de carbone après la crise financière mondiale en 2009 et 2010. Donc, c'est la deuxième plus forte augmentation au niveau total de l'histoire, juste derrière cette reprise après la crise de 2019. Mais quand même, 1,5 gigaton, ce n'est pas suffisant pour compenser et dépasser la baisse des émissions en 2020. Donc, ça veut dire qu'elle va laisser les émissions mondiales en 2021 autour de 400 mégatonnes de CO2, soit 1,2% en dessous du pic de 2019.
Donc déjà, dans certaines mesures, ça c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'en 2021, les émissions vont rester en dessous des niveaux de 2019. Mais ce n'est pas complètement une bonne chose. Et ici, on va voir pourquoi ces émissions n'ont pas rebondi complètement. Avec cette vision par source de combustible, donc par source d'émissions, on voit bien que les émissions qui viennent du charbon, eux, ils ont passé au-dessus de leur niveau de 2019 en 2021. Donc, la baisse de 2020 a été récompensée en 2021. Pareil pour le gaz, récompensé et même une augmentation. Mais c'est vraiment le pétrole qui n'a pas vu une augmentation en 2021 qui a compensé complètement la baisse de 2020. Donc, les émissions liées au pétrole ne récupèrent pas le niveau de 2019 et restent 500 mégatonnes en dessous des niveaux de 2019. Et c'est la reprise partielle probable. Cette fait que la prise n'est pas complète est vraiment dû à ces impacts que j'ai décrits tout à l'heure. Le fait qu'il y avait quand même des confinements qui étaient en place pendant les premiers mois et même jusqu'à maintenant dans ce temps pour 2021. Et c'est cette baisse d'activité continue en 2021 qui ne permet pas la pétrole à éteindre ses niveaux d'émissions d'avant-crise. Mais ça n'envoie pas un bon signal parce que ça nous dit que ce n'est pas les impacts structurels qui empêchent les émissions de rebondir complètement. C'est vraiment que cette baisse d'activité continue en 2021. Donc, ça nous dit que si on attend en 2022 qu'il n'y a plus de soucis de COVID, et donc il n'y a plus de restrictions sur le mouvement, et les gens commencent à reprendre leur voiture ou autre comme ils avaient fait avant COVID, on peut attendre que les émissions de CO2 vont rebondir au-delà de leur pic précédent de 2019. Et malheureusement, ça nous dit que les politiques de relance verte ou durable n'ont pas été suffisamment fortes pour empêcher un rebond des émissions et ne vont pas être suffisamment forts dans l'avenir, sauf s'il y a de nouveaux politiques qui sont mis en place. Mais je ne veux pas terminer sur cette note pessimiste, car il y a quand même plusieurs histoires qui devraient nous donner une source d'espoir, qui nous devraient nous aider à être plus optimistes sur les trajectoires et nos possibilités d'arriver à des objectifs d'accès à l'électricité et de réduction d'émissions, par exemple. Donc ici, on regarde la consommation ou la production d'électricité à partir des énergies renouvelables au niveau mondial. Donc, en 2020, la consommation d'énergie renouvelable a augmenté de 3%, tandis que la demande pour toutes les autres énergies a baissé en 2020. Et vraiment, le moteur de cette croissance pour l'utilisation des énergies renouvelables en 2020, c'était les renouvelables dans le secteur de l'électricité, avec une croissance de près de 7% de la production d'électricité à partir des sources renouvelables telles que l'éolien et le solaire photovoltaïque. Et en fait, l'éolien et le solaire photovoltaïque ont vu une croissance record en 2020. Et si on regarde 2021, on voit que la production d'électricité renouvelable vise un autre record et devrait augmenter de plus de 8% pour atteindre 8 300 TWh de production au niveau mondial. Ça sera la croissance annuelle la plus rapide depuis les années 1970 pour les renouvelables. Et le solaire photovoltaïque et l'éolien devraient contribuer aux 2/3 de cette croissance des énergies renouvelables. Et en fait, la Chine à elle seule va représenter à peu près 60% de cette augmentation, suivi des États-Unis et de l'Union européenne. Et donc, ça veut dire que l'augmentation de la production d'électricité à partir de toutes ces sources renouvelables devrait porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à un niveau record de 30% en 2021. Et si on combine ces sources renouvelables avec d'autres sources bas de carbone, comme le nucléaire, donc ces sources à faible émission de carbone, ça veut dire que leur part dans le mix électrique dépasse largement la production du charbon mondial en 2021.
Ça, c'était déjà fait en 2020 et en 2021, on voit cette tendance se renforcer. Donc, ça nous donne l'espoir parce que ça montre la trajectoire de croissance pour les renouvelables et qu'au niveau mondial, même s'il y a encore de la croissance dans quelques régions, l'utilisation de charbon commence à affaiblir et sa part dans la production mondiale d'électricité baisse légèrement. Ici, je voulais terminer avec une vision de l'Afrique sur cette même histoire de part de renouvelables dans le mix électrique vis-à-vis le part de charbon. Donc, on voit qu'au niveau de l'Afrique continentale, le charbon reste quand même plus fort en termes de sa contribution à la mix électrique par rapport à des renouvelables et d'autres sources d'électricité bas de carbone comme le nucléaire. Mais on voit très clairement que le part de marché du charbon baisse rapidement en Afrique. Ceci est grâce à l'augmentation assez rapide de la production d'énergie renouvelable à partir de l'hydroélectricité en Afrique, mais aussi cette part augmentant de l'éolien et de solaire photovoltaïque. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un signe d'espoir. Ça montre que les marchés sont en train d'agrandir et croître rapidement et qu'à un moment, ils vont commencer à nous faciliter la tâche pour mener l'accès à l'électricité à toute la population. Donc, l'objectif de l'accès universel en 2030, ça reste possible, ça reste en vue et on peut continuer à viser ça tant que la réduction des émissions n'est pas un objectif qui va contre l'objectif d'accès à l'électricité. Donc, pour moi, ça, c'est une dernière vision d'espoir. Je vais terminer là et ça nous laisse pas mal de temps pour les questions. Merci beaucoup Tim pour cette présentation très pertinente et très riche en informations. C'était vraiment intéressant de voir à quel point la pandémie a affecté la manière que l'énergie est produite, qu'elle est consommée, mais aussi de voir à quel point c'est un vrai défi pour faire baisser les émissions de CO2 d'une manière durable. Merci encore. Et aux participants, si vous avez des questions pour Tim, n'hésitez pas à nous les envoyer dans la box questions-réponses et ce sera avec plaisir que nous allons vous répondre. Pour le moment, je vois rien dans le Q&A box. Il y avait un participant qui nous a demandé si la présentation sera disponible après. Donc, effectivement, nous allons mettre la vidéo sur YouTube et ainsi que la présentation, vous pourrez la télécharger. Peut-être, en attendant que des questions arrivent, je peux dire un petit peu sur la manière dont nous collectons les données pour ce rapport, parce que les données que l'AIE collecte pour les bilans énergétiques, c'est fait à travers des questionnaires qui sont renvoyés par les pays et aussi à travers nos contacts directs. Ça, c'est pour les données officielles jusqu'à l'année -2. Mais pour ce rapport-là, nous utilisons beaucoup de données mensuelles, des données aussi journaliers que nous collectons pour beaucoup de pays et aussi à travers tous nos contacts directs. Donc, c'est pas juste des estimations où on n'utilise pas un modèle, c'est vraiment des données qu'on collecte, des données réelles qu'on collecte sur les pays et qu'on agrège ensuite pour avoir les données au niveau mondial. Et nous travaillons avec, c'est toute l'agence qui contribue pour sortir ce rapport. Donc, ça, c'était au niveau de la méthodologie. Je crois qu'il y a une question. Voilà, une question sur la manière
connus pour la calculation des prévisions de court terme. Donc, je pense que Zakia, tu as un peu répondu à cette question sur le parti de comment est-ce qu'on collecte les données. Et donc, comme Zakia avait dit, nous commençons avec les données statistiques officielles qui sont disponibles pour l'année, par exemple, 2019 et pas pour l'année 2020, ou évidemment pas pour l'année 2021. Et donc, après, c'est à nous de combler cette période entre les dernières données disponibles officielles et les données d'aujourd'hui. Donc, comme Zaki avait dit, nous utilisons plusieurs sources, donc des sources officielles gouvernementales quand ça existe, parce que des fois, nous avons la demande d'électricité au niveau mensuel, mais aussi au niveau quotidien, ou par horaire même, des fois disponible en ligne. Donc, c'est à nous d'aller chercher ces données, les mettre dans une base de données, d'assurer que le format, que les définitions de tous ces points de données correspondent sur plusieurs régions, de contacter des fournisseurs de données sur les marchés des gaz, de pétrole pour savoir la demande pour un tel produit de pétrole, par exemple. Et toutes nos équipes travaillent pour rassembler ces données et après pour les mettre dans nos modèles pour pouvoir dire, OK, nous avons vu qu'en Afrique, il y a une augmentation de pétrole d'un tel pourcentage, aux États-Unis, en 2020, ça augmente pour le transport de X%. Et donc, tout ça, ça rentre dans nos modèles pour nous permettre d'utiliser ces taux de croissance pour projeter la demande sur le court terme, donc pour combler le trou de 2020 et après pour avoir une valeur d'émission qui sort. Et après, pour 2021, comme je vous avais montré, nous utilisons les projections économiques pour l'année et après, nous allons regarder pour chaque région, pour chaque secteur, quelle est la projection pour la demande de transport, par exemple. Et donc, comment est-ce que la projection économique pour la Chine va impacter la demande industrielle, la demande pour l'électricité. Et nous utilisons toutes ces hypothèses-là et donc souvent avec une élasticité basée sur le passé pour comprendre la possible évolution dans le court terme, dans l'avenir. Merci, Tim. On a une autre question sur les prix. Oui, OK. Donc, sur les prix, donc, nous avons vu pendant, donc j'avais parlé vite fait de cet avril noir pour le pétrole, donc avril 2020, où la demande de pétrole avait baissé de presque plus que 30% dans un mois. Et donc, nous avons vu pendant cette période que le prix pour le pétrole au niveau mondial a baissé très fortement. Et pour la première fois dans l'histoire, le prix de West Texas International, donc le prix de pétrole aux États-Unis, au Texas, est entré dans les valeurs négatives. Donc, ça, c'était vraiment la première fois au niveau mondial que ça arrive, un prix négatif pour le pétrole. Et aussi, le prix pour le gaz, particulièrement aux États-Unis, a baissé beaucoup. Parce que, évidemment, pour les producteurs, eux, ils n'ont pas la capacité de baisser leur production très rapidement. Mais en même temps, sur le côté demande, on avait la demande qui a baissé très rapidement. Et les projections pour la demande pour le reste de l'année étaient pour une demande assez faible. Et donc, il y avait un déséquilibre au niveau demande et production pour le pétrole qui ont mené à cette baisse de prix. Mais vers le fin de l'année 2020, on a vu une augmentation encore du prix de gaz, particulièrement vers les mois d'août et après en 2020. Et cette augmentation du prix de gaz, plus rapidement que l'augmentation du prix de charbon, a mené à une augmentation de la demande de charbon vers la fin de l'année. Donc, pour nous, c'est assez important de regarder ces dynamiques de prix pour comprendre le niveau de concurrence entre différents combustibles. Je vois aussi une question sur le 2021. Est-ce que 2021 est estimé? Oui, c'est une projection. Donc, comme j'avais dit, c'est une projection qui utilise nos modèles pour commencer avec une hypothèse sur l'évolution économique sur l'année.
Et après, basé sur cette hypothèse économique, mais aussi qui a pris en compte une hypothèse sur le taux de vaccination de la population dans certaines régions, on a basé nos projections dans la demande énergétique sur ça. Mais évidemment, c'est juste une possibilité, une possible évolution pour l'année 2021 qui est censée agir un peu comme une guide pour aider des gens à comprendre si une telle situation arrive dans 2021, on pourrait imaginer que la demande énergétique et des émissions vont aller dans cette direction. Mais il y a évidemment beaucoup d'incertitudes. Donc, si la situation économique va aller dans une autre direction, la reprise va être beaucoup plus lente que prévu par les FMI quand nous avons fait cette publication, on pourrait attendre que la reprise de la demande énergétique va être plus faible aussi. Merci. Pour 2021, je voulais juste rajouter que les premiers mois de l'année, ça, c'était les données, c'était des vraies données qu'on a utilisées pour le premier semestre, parce qu'on a des données mensuelles et les données journalières, surtout pour l'électricité. Et après, pour le reste de l'année, nous avons fait les projections, comme tu avais dit. Merci, Zakia. Et il y a Monsieur Fabrice qui nous a donné en complément des infos sur la RDC. Merci beaucoup, monsieur. Et en dernier, la RDC, excuse-moi. Zaki, est-ce que tu veux parler de statistiquement comment est-ce qu'on intègre des émissions de bois énergie et après? Oui. Pour ce rapport-là, on focalise principalement sur les fossiles fuels, ce qui est charbon, gaz et pétrole. Et c'était quoi la question? Excusez-moi, je suis sur mon portable parce que j'ai perdu la connexion sur mon téléphone. Pas de souci. Donc, oui. Donc, le bois énergie, on ne prend pas en compte les émissions de CO2 qui proviennent de bois énergie dans nos projections et les chiffres ici. Parce que pour nous, on considère que le bois énergie, c'est une source renouvelable. C'est une source renouvelable, ça veut dire que les émissions qui sont liées à la combustion de cette bois énergie sont ensuite reprises par la croissance des matières organiques. Et donc, c'est renouvelable et durable dans ces sens-là. Mais évidemment, quand la bois énergie provient d'une source qui n'est pas renouvelable, par exemple, il y a la déforestation forestière, etc., ce n'est pas forcément renouvelable dans ces sens parce que les forêts ne vont pas être replantées. Donc, dans ces sens-là, effectivement, on devrait prendre en compte les émissions si on prend cette vision. Mais pour cette publication et dans les statistiques, d'habitude, on prend juste en compte les émissions qui viennent des combustibles fossiles. Oui, exactement. La méthodologie qu'on suit, c'était le Tier 1 de IPCC. Et là, on se focalise vraiment que sur les fossiles fuels et on ne prend pas en compte les renouvelables, les déchets des industries, tout ce qui est compté pour nous dans nos statistiques énergétiques sous renouvelables. Mais ceci, en dehors de ce rapport-là, la direction le département statistique, ils reportent ces émissions-là, mais sous une autre catégorie. Mais ce n'est pas comptabilisé dans nos émissions totales. Et c'est très important aussi de noter qu'avec la combustion de bois énergie, selon le type de combustion et l'efficacité de cette combustion, on pourrait avoir beaucoup d'émissions d'autres gaz à effet de serre, tels que le méthane ou le dioxyde de nitrogène. Et donc, c'est des dioxydes d'azote, pardon. C'est les gaz à effet de serre qui sont très puissants, qui ont un impact sur le changement climatique très, très fort. Et donc, c'est pour ça aussi que les projets d'accès énergie sont évidemment très nécessaires pour rendre l'accès à l'énergie et améliorer les conditions de vie des gens, mais aussi sert à réduire les impacts de changement climatique.
Effectivement, les émissions de dioxyde de carbone, ça compte pour que 2/3 des émissions totales de gaz à effet de serre. Et les 1/3 restants, c'est tout ce que Tim vient de vous dire, le méthane et tout le reste. Et donc, ça, faut pas les ignorer aussi, quoi. Nous avons une question aussi sur l'impact de COVID-19 sur le développement des projets d'accès à l'énergie. Donc oui, question très pertinente. Et comme j'avais démontré dans un des slides de la présentation, je peux le remettre. Pendant l'année de 2020, nous avons remarqué une augmentation du nombre de gens sans accès à l'électricité. Donc ça, c'est à la fois un impact du fait que les gouvernements, eux, ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour répondre à la crise du COVID-19 et en même temps continuer de dépenser de l'argent sur les programmes d'accès à l'énergie. Et aussi, les ménages qui avaient déjà accès, eux, ils avaient vu une baisse de leurs revenus. Et souvent, plusieurs ménages n'ont pas eu suffisamment de revenus pour continuer à garder cet accès à l'énergie, donc de payer des factures d'énergie. Donc, ça a mené à une augmentation de ce nombre de gens sans accès. Et aussi, le fait que le coût de capitaux pour ces projets a augmenté, ça veut dire que les progrès, les projections pour l'accès à l'énergie pendant les prochaines années ont été impactés par cette crise du COVID-19 aussi. Merci, Tim. Il y a une dernière question sur voulez-vous définir brièvement comment calculer la quantité de CO2 dans de la bioénergie traditionnelle? Donc, la manière dont nous calculons ça, c'est que nous utilisons des facteurs d'émission qui sont déjà définis par IPCC et ces facteurs d'émission, ils sont disponibles aussi dans les bases de données de l'AIE et vous appliquez ça aux quantités d'énergie, de bioénergie consommée dans les différents secteurs. Et c'est aussi comme ça, donc pour chaque produit et chaque secteur, nous avons des facteurs d'émission définis et qu'on applique à la consommation pour calculer la quantité d'émissions de CO2. Je regarde si on a d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de tout, de Oui, toutes les questions. Je ne vois pas d'autres. En dernier, pour l'Afrique et la RDC. Tu arrives à voir la question, Zakia? La Voilà. dernière question sur la Oui, RDC. oui, donc on a une question sur l'EDC. Comme le bois, énergie, déforestation constitue près de 90% de la consommation d'énergie, l'AIE envisage-t-elle de publier un rapport dédié sur les émissions dans ces cas spécifiques? Donc, je pense que comme Zaki avait évoqué, donc l'AIE, on utilise les facteurs d'émission qui sont définis par le IPCC. Et donc, ça veut dire que nous ne voyons pas ces émissions liées au bois énergie, pas les émissions CO2 en tout cas, dans nos rapports, dans nos statistiques. Mais quand même, on suit ces émissions, on suit ces émissions aussi de méthane, de dioxyde d'azote. Mais à ma connaissance, pour le moment, nous n'avons pas un reporting statistique de ces émissions. Je crois que c'est... il faut que je vérifie si dans nos bases de données statistiques des émissions de CO2, on a une ligne dédiée à ça. Je crois qu'il y en a pour les déchets, tout ça. Mais effectivement, vous pouvez trouver des chiffres, mais un rapport même, pour le moment, c'est pas prévu dans les médias qu'on fasse des analyses approfondies sur ce sujet-là. OK, on a une dernière question, vite fait. Peut-on utiliser la tourbière comme forme d'énergie? À ma connaissance, c'est la tourbe, c'est ça, Zakia? Je ne sais pas. Donc,
donc la tourbe, c'est comme le charbon, mais moins développé, moins vieux. Et donc, la tourbe est considérée comme une énergie fossile, la plupart des cas, donc pas une énergie renouvelable. Et donc, à part ce fait que la tourbe n'est pas renouvelable, c'est aussi lié, l'utilisation de l'extraction de la tourbe est liée à la perte de biodiversité dans plusieurs cas. Donc, je sais qu'en Europe, la tourbe n'est plus utilisée dans la plupart des pays à cause de ses conséquences sur, premièrement, les émissions et deuxièmement, la biodiversité. Donc, la tourbe, en anglais, c'est peat. Excusez-moi, je ne savais pas le mot français. Oui, oui. Effectivement, la tourbe, c'est inclus dans l'AIE. La tourbe, c'est inclus dans les statistiques de charbon. On les agrège ensemble. Donc, oui, on les comptabilise dans nos émissions de CO2. Ben, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce webinaire et merci beaucoup à tous les participants pour les questions et les échanges qu'on a eus. Et merci beaucoup à Tim pour cette présentation et à bientôt pour un prochain webinaire sur le rapport objectif zéro émission nette d'ici 2050. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.